Mesdames, Messieurs, bonsoir, 20 h sur la RTS, le journal Voici les titres. Le Premier ministre donne le coup d'envoi des phases nationales des Nawetan. Amadouba était à Kaffrine ce samedi avec plus d'une dizaine de ministres. Ambiance colorée dans le Dukuman où près de 40 équipes en provenance des 14 régions vont compétir. Vive la vie en rose au lac Redba, les touristes se la coulent douce. Nul besoin pour certains d'aller à Dubaï, séduits par les balades en quad, en chameau ou en moto. Ils ont fini de faire le choix du Sénégal entre loisirs et moments de détente. Sénégalais comme étrangers savourent les délices d'un endroit qui tient encore la dragée haute à ses concurrents. Promenade, sport, baignade dans un cadre unique à Dakar, sur la Corniche Ouest. Avec ses nouvelles installations, le site attire une multitude de vacanciers. Pris d'assaut les week-ends, il est régi par des principes à respecter. Pas de vente à la sauvette ou d'actes malveillants ou délictuels. Djembé, le son de cet instrument traditionnel et le nom qui l'accompagne ont dépassé les frontières de l'Afrique subsaharienne. Sa confection constitue une véritable activité économique à Dakar, dans le quartier de Bob. Les ateliers reçoivent la visite de plusieurs artistes européens ou américains. Le business fait bien des heureux. Bienvenue à tous. Lancement ce samedi à Kaffrine des phases nationales des Nawetan, une 36e édition présidée par le Premier ministre, ministre des Sports, Amadouba, était accompagné d'une délégation ministérielle. Cette année, près de 40 ASC sont engagés dans les compétitions sportives et culturelles qui vont se tenir jusqu'au 27 août. L'engouement est déjà au rendez-vous, comme vous allez le voir dans ce reportage de Aramno. Le Ndoukoumane a tenu à réserver au Premier ministre, ministre des Sports, un accueil exceptionnel. C'est que ce déplacement, avec pas moins de 13 ministres du gouvernement, marque à bien des égards une première. Les annales de l'histoire des Nawetan retiendront un lancement officiel hautement prestigieux. Vous nous faites honneur. Monsieur le Premier ministre, permettez-moi donc de vous exprimer notre profonde gratitude et vous demander de transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall, toute notre reconnaissance pour les multiples, belles et structurantes réalisations qu'il a effectuées dans la région de Kaffrine, parmi lesquelles la remise en œuvre de ce stade qui nous accueille ce soir. Le président Macky Sall a redonné à Kaffrine sa dignité de capitale régionale. Nous avons l'un des plus beaux hôpitaux du Sénégal. Bientôt, nous aurons la plus belle sphère administrative du Sénégal. Monsieur le Premier ministre, c'est les Sénégalais et c'est les Sénégalaises qui parlent de vos qualités humaines. Avant d'être un homme compétent, vous êtes un homme courtois. Et cette courtoisie peut vous mener à tout, Monsieur le Premier ministre. L'ASC Khandalou de Kaffrine, Tessito de Sokone ont ouvert le bal de ces phases nationales sur un coup d'envoi du Premier ministre Amadouba. Ces compétitions qui s'ouvrent sur une victoire de l'ASC Khandalou mettront aux prises près d'une quarantaine d'équipes venues des 14 régions. Aujourd'hui, ces phases nationales, sportives, culturelles et scientifiques auront à avoir la participation de 36 ASC seniors, dont 12 viennent de la région de Kaffrine, de 20 ASC cadets, dont 6 viennent de la région de Kaffrine, de 10 troupes théâtrales. Nous allons signer une convention avec le CNG de lutte. Nous allons organiser la lutte sans frappe. La présence effective du Premier ministre, ce parterre de ministres, de députés, de maires et de personnalités diverses, c'est aussi un hommage aux valeurs civiques et sociales que promeuvent les Nawetan. Monsieur le maire de Kaffrine, je vous remercie très sincèrement pour cet accueil exceptionnel. Vous l'avez dit, jamais les phases finales n'ont connu autant de mobilisation, autant d'enthousiasme. Soyez remerciés. Les Nawetan, ce sont des initiatives dans l'éducation sociale des masses.
c'est de l'action communautaire, mais aussi des actions de développement économique, du volontariat. Le Premier ministre de saluer la lutte contre les violences dans les stades, le renforcement de la sécurité et l'érection de nouveaux stades sont au cœur d'ailleurs de la politique sportive de l'État. Dans le cadre du programme Xëyu Ndaw ñi et de la préparation des Jeux olympiques de la jeunesse 2026, des efforts sont aussi menés par le gouvernement pour renforcer l'offre des lieux de pratique sportive et d'encadrement des jeunes, avec le recrutement et la formation des stagiaires chargés de la sécurité dans les stades et la protection des infrastructures et des spectateurs. Le Premier ministre souhaite que les Navétanes 2023 s'inscrivent dans le fair play et la sportivité. Un message adressé aux milliers de jeunes qui donnent sens à ces jeux qui allient sport et animation culturelle. La condamnation par contumace entraîne la déchéance électorale. Éclairage de Maître Antoine Beng, l'avocat, qui s'exprimait dans l'émission Point de vue, est revenu sur le fondement de cette procédure qui concerne Ousmane Sonko. Sans avoir vu le texte ou la décision qui a été notifiée à M. Ousmane Sonko, on peut largement deviner que la radiation est due à l'intervention de la décision de la Chambre criminelle qui a condamné M. Ousmane Sonko par contumace. Parce que la conséquence d'une condamnation par contumace, c'est que la personne condamnée perd ses droits. Et cela est également fondé sur les dispositions de la loi, notamment les dispositions de l'article 312 du Code de procédure pénale, qui dit que lorsque les formalités de publicité liées à la décision rendue sur contumace ont été accomplies, à partir de ce moment, la décision devient exécutoire en ce qui concerne les droits de condamné. Il y a ceux qui retiennent, par exemple, certains de vos confrères qui retiennent que, peu importe les raisons, mais l'arrestation annule le verdict ou la condamnation par contumace. Si le procureur était dans le cadre de l'exécution de la décision de contumace, il l'aurait déposé à la prison pour qu'il soit pris en charge sur la base de la décision qui est le titre de poursuite. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut déposer nulle part un individu sans pour autant que l'administration ait le titre en vertu duquel cette personne a été remise à sa disposition. Aujourd'hui, si on va au niveau de la prison où est détenu Ousmane Sonko, si on demande à l'administration l'écrou qui a permis de le détenir dans cette prison, cet écrou sera le mandat de dépôt qui a été décerné par le juge d'instruction. D'accord. Et c'est ce mandat-là qui retient Ousmane Sonko en prison. Donc on ne peut pas dire qu'il a été arrêté dans le cadre de l'exécution de la décision qu'il oppose à Adji Sarr, qui est une décision rendue par contumace. Et puis un navire transportant des colis lourds pour la construction de la centrale électrique de Cap-des-Biches est arrivé à Dakar. Cette centrale est la plus grande jamais réalisée au Sénégal. Sa capacité 300 MW. Ce projet est porté par le secteur privé national. Au-delà de la cargaison, cette opération a permis aux autorités portuaires de mettre en œuvre la décongestion de l'espace maritime au niveau du port de Dakar. Fatoumata Savané. Il est 10h30 au port autonome de Dakar. BBC Alberta, un navire battant pavillon belge, se prépare à accoster. Rares sont les navires dont la cargaison est aussi scrutée par les autres autorités portuaires. L'enjeu est de taille. C'est un projet de 431 millions d'euros, environ 283 milliards de francs CFA, qui va livrer les équipements, des turbines, les alternateurs pour la centrale de Cap-des-Biches. C'est pour la centrale West African Energy. West African Energy, une société constituée par des hommes d'affaires sénégalais dont l'engagement pour la souveraineté énergétique nationale est total. Une illustration parfaite du contenu local. Le ministère de l'Énergie et du Pétrole et des Énergies, la Direction générale de la Sénélec, le secteur privé, donc la société West African Energy, ensemble, on a convenu de travailler sur l'intelligence logistique, je le rappelle. Donc on va organiser la planification
des actions. Les travaux de génie civil au niveau de cette centrale sont déjà terminés. Et il est prévu de démarrer cette centrale en janvier 2024. La supervision de cette opération était également l'occasion de tester la fluidité maritime portuaire. Au bout de 45 minutes de manœuvre d'approche, BBC Alberta est à quai. Des performances inimaginables il y a peu de temps. Nous avons aujourd'hui, à tout instant, une disponibilité de 3000 mètres linéaires de quai. Nous avons augmenté les cadences de manutention. Nous déchargeons aujourd'hui au port de Dakar 4 fois plus et mieux qu'avant. Avant, le port, c'était aussi des temps d'attente prolongés en haute mer. Aujourd'hui, place à une nouvelle dynamique. Nous avons consacré définitivement la solution qui est celle-là. Tout navire qui annonce sa date d'arrivée 5 jours avant aura la possibilité d'accoster sans s'arrêter en rade. Fini les navires en souffrance dans la rade extérieure. Le port autonome de Dakar s'aligne sur les standards internationaux avec des quais libres, surcapacitaires, mieux organisés et prêts à relever le défi de l'émergence. Et puis, toujours au port autonome de Dakar, 7000 tonnes en provenance de la Hollande, vous le savez, sont arrivées pour approvisionner le marché sénégalais. C'était dans la nuit de vendredi à samedi. 8000 autres tonnes sont attendues le 21 août. Nous revenons sur cette opération qui va permettre de ravitailler justement le marché sénégalais. Mamoudou Sakine. À bord de ce gros navire dénommé Baltic Spirit, des milliers de tonnes d'oignons en provenance de la Hollande. Manutentionnaires et dockers sont à pied d'œuvre. Il faut aller vite, le besoin est pressant. Nous entamons la campagne d'importation de l'oignon. Et sous ce rapport, nous avons pris toutes les dispositions depuis 3 semaines afin de respecter la planification de l'accostage des navires portant des cargaisons conventionnelles portant sur des produits de consommation de première nécessité, notamment le riz, l'huile, le blé, le sucre et l'oignon parce qu'on est en campagne. Tout navire, désormais, qui aura annoncé sa date d'arrivée, à 5 jours de l'arrivée, on aura un quai qui est planifié pour l'accostage. C'est le cas. Aucun navire n'est aujourd'hui en rade pour des déficits de linéaire de quai. Ce navire est arrivé hier, à 20h45, à 21h déjà, il était à quai. On a à peu près 6250 palettes à bord. Donc une palette fait 1 tonne 250 et la provenance c'est des Pays-Bas, donc Flushing. Pour les 6250 palettes, nous avons environ 3 à maximum 4 jours de débarquement. La semaine prochaine, le 21, il y a aussi l'arrivée attendue d'un autre bateau qui contiendrait à son bord le même tonnage. Donc nous pensons qu'avec ces 2 bateaux estimés à 14 500 tonnes, nous pouvons aujourd'hui espérer que vraiment les prix reviennent à leur niveau normal. C'est tout le souhait des consommateurs dans un contexte où le sac d'oignons coûte 25 000 francs CFA, le kilo à 1200 francs. Avec l'arrivée de ce bateau, les prix devraient connaître une baisse. Pour l'oignon importé, il faut d'abord prendre en charge toutes les charges. D'abord le prix. Au niveau de la Hollande, aujourd'hui, c'est à peu près 20 €. Rapporté au CFA, c'est 13 120. Avec les charges portuaires et les charges liées au transport, le prix de l'oignon, notamment pour le sac de 25 kg, ne devrait pas dépasser 16 000 francs. Il y a aussi, ça c'est pour les grossistes, pour les demi-grossistes aussi, il y a une marge qui est appliquée jusqu'au niveau des détaillants. Donc, de façon globale, jusqu'au niveau des détails, le sac de 25 kg ne devrait pas dépasser 17 000 francs. Pour la réussite de cette opération et c'est l'avenir, le port autonome de Dakar a engagé les moyens techniques et humains nécessaires. Nous avons réquisitionné pour cette campagne le quai 31, le quai 32 et le quai 14 pour absorber tout ce qui viendra en oignon. Il n'y aura pas de retard, le flux sera absolument fluide et nous gérerons ces problématiques-là. C'est l'ensemble des acteurs, la capitainerie, les pilotes du port, les manutentionnaires, les consignataires et les dockers, ensemble qui opèrent ce type d'intelligence. Ces stocks disponibles seront convoyés dans les meilleurs délais, dans les zones de consommation prioritaires. Le Sénégal vit une période de tension due à la fin de la commercialisation de l'oignon local. Le flux d'oignons attendu les prochains jours sera absorbé, rassure Montagassi. Le directeur général du port autonome de Dakar salue l'agilité avec laquelle les cargaisons ont été déchargées.
ISTEMCO, le manutentionnaire, parce que la clé de la cadence de manutention porte sur les performances du manutentionnaire. ISTEMCO a investi sur des chariots élévateurs, engins destinés aux opérations portuaires qui opèrent pour 3 tonnes avec énormément d'agilité dans des espaces serrés et confinés. C'est ça qui justifie la cadence aujourd'hui. Et nous sommes sur une perspective de décharger le navire complètement lundi au plus tôt et mardi au plus tard. C'est une excellente performance parce que de par le passé, c'était 10 jours pour décharger ce type de navire. À bord, il y a une cargaison de 7000 tonnes d'oignons avec des opérations de prédisposition parce que le navire ne porte pas que de l'oignon. Il y a des conteneurs reefers. Et c'est ça qui justifie des engins adaptés pour les opérations. Dans la perspective à venir, nous attendons le 21 août prochain un autre navire, Ivar Reefer, qui porterait 8000 tonnes, en plus de ce navire-là. Auparavant, donc les semaines dernières, à peu près 2000 à 3000 tonnes ont été déchargées à travers des conteneurs au niveau du terminal de Deepwater. Nous préparons la campagne d'importation de l'oignon. Nous continuons à accompagner l'économie du pays. Et aussi, nous avons en perspective, comme je l'ai indiqué dans les différents développements, nous avons géré le passage de la Korité, nous avons géré le passage de la Tabaski, et nous avons donc en ligne de mire le Magal de Touba, qui porte sur ces besoins-là. Le ministère du Commerce prendra toutes les dispositions afin d'organiser un aiguillage et un ordonnancement intelligent afin que ces stocks disponibles puissent être orientés dans les zones de consommation qui portent les priorités du pays. Je pense que l'opération de ce matin doit débrider les esprits, rassurer l'opinion que l'économie du pays qui fonctionne en cadence rythmée avec l'activité du port autonome de Dakar, nous sommes prêts à opérer comme il le faut, en tenant largement la comparaison avec ce qui se fait de mieux ailleurs pour pouvoir porter le port. La commune de Somone-Ngaparou a accueilli la 3e édition des Journées internationales scouts de la Petite Côte. 5 journées dédiées à la préservation de l'environnement et au reboisement, mais également à la sensibilisation des populations sur les maladies comme le Covid-19 et le VIH. Fatima Tabanelba. C'est dans une foi inébranlable que les scouts de la Petite Côte ont clos leur journée internationale de rencontre. 5 jours durant lesquels ces jeunes se sont investis pour leur communauté. Reboisement de la mangrove, sensibilisation des populations de Ngaparou-Somone sur la salubrité, nettoyage et balisage des sites de ponte des tortues marines, entre autres activités. Ainsi, les scouts de la Petite Côte traduisent en acte le principe scout qui dit « Le scout sert son pays, il est un bon citoyen ». Le scoutisme cherche à faire de chaque jeune un bon citoyen. Et cela passe maintenant par une méthode qui privilégie des vies en plein air, comme ici, comme dans les camps, mais aussi la vie en petits groupes. Donc qui permet aux jeunes, dès le bas âge, à partir de 7 ans, de prendre des initiatives, de se regrouper, de développer la tolérance, le vivre ensemble et la prise en charge de soi-même. En tout, près de 170 jeunes scouts de la Petite Côte se sont rassemblés à Ngaparou-Somone pour partager leurs expériences. Selon les organisateurs, il était essentiel de leur faire comprendre le rôle qu'ils doivent jouer, surtout sur les questions liées au climat et à l'environnement. Nous voulons montrer un peu l'appui, la participation des jeunes. Nous avons mené plusieurs activités qui tournent autour du civisme, de la préservation de l'environnement et de la santé. Donc nous avons réalisé des bancs écologiques au niveau de la plage de Ngaparou. Nous avons fait des nettoyages de la plage, du quai de pêche. Nous avons organisé des sensibilisations sur la Covid-19, sur le paludisme. Et nous avons aussi organisé des activités de détente aussi pour les jeunes. Quand des inconnus viennent chez vous, vous nettoyez votre plage, procède à un reboisement, installe des bancs écologiques sur la plage. Donc là, franchement, vous ne pouvez que applaudir parce qu'ils ont fait à votre place ce que vous-même vous devriez faire. Alors les populations ont été très collaborateurs et je pense que depuis leur séjour dans cet établissement, ils n'ont pas été dérangés par quoi que ce soit. Cela prouve que la population a bien ressenti leur présence. C'est donc sous la pluie que ces jeunes scouts ont levé le camp, se donnant rendez-vous dans 2 ans dans une autre commune de la Petite Côte. Le magazine dimanche soir diffusé sur la RTS aborde la notion de thérapie cognitive comportementale, une discipline complémentaire de la médecine et du coaching pour aider à l'équilibre des patients.
Pour plus d'explications, voici un extrait du passage de Fatou Wali Diop Fall, spécialiste en thérapie cognitive comportementale. La médecine est directive. On fait un diagnostic, on pose, on traite, on fait un résultat. La psychothérapie, c'est vraiment puiser chez l'individu par rapport à, vous avez parlé de perception tout à l'heure, de cognition, de ressenti, de pensée, dans sa globalité, où en est l'individu. Parce que pour tout traitement, on fait d'abord une introspection qui représente un peu l'état des lieux, ou bien en tout cas, qu'est-ce qu'il faut réajuster. Parce que souvent, c'est des réajustements, autant dans la communication, dans les fonctions que la personne occupe, dans les interactions dans la famille et autres. La psychothérapie, c'est un travail d'équipe entre le patient et le thérapeute. Ils sont ils avancent au même rythme, développent les concepts et autres dans une compréhension mutuelle. Oui, pour pouvoir vraiment arriver à la solution adaptée à chaque cas. Le coaching évalue le présent et aide à avancer. La thérapie remonte beaucoup plus loin. Il y a même des thérapies trigénérationnelles et même encore par rapport à la transmission, par rapport au schéma de certaines familles. Je pense que les coachs et les thérapeutes devraient travailler ensemble pour que le terrain soit bien préparé. Parce qu'avant de semer, il faut défricher. Comment assainir, comment remettre les choses à leur place, comment rééquilibrer en comptant d'abord sur les ressources de la personne pour que ce soit pérennisé et après sur son groupe d'appartenance. L'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte et l'ambassadeur d'Israël au Sénégal ont inauguré des micro-jardins scolaires et botaniques dans certaines localités de la région de Thiès. Notre Djobas et Tiénaba, l'agence et ses partenaires veulent mettre en place des jardins scolaires pour les élèves et leurs parents et aider à sensibiliser sur l'importance de l'éducation environnementale, mais également créer des liens socio-économiques. Fatima Tobanelma. Dans la région de Thiès, 10 micro-jardins ont été réalisés dans les zones limitrophes de l'autoroute Ila Touba. Les écoles de Keur Djoumbou-Ndiaye dans la commune de Notto Diobass, Tawafal et Keur Daouda Cissé dans la commune de Fandène ou encore Keur Assane Lo et Ngomen Balla à Thiénaba ont reçu la délégation du directeur général de l'Agence de la reforestation et de la Grande Muraille Verte et celle de l'ambassadeur d'Israël, partenaire au projet. Que ce sont de petits financements, mais qui ont un impact extraordinaire. Chaque 2 jardins, c'est un projet de $10 000. Donc, quasiment, c'est 6 500 000 tous les 2 jardins. Donc, ça vient avec un puits, en forage. Ça vient avec un panneau solaire. Donc, les femmes sont indépendantes en matière d'énergie et d'arrosage. Ça vient avec les tables, ça vient avec les intrants et ça vient avec toutes les semences, les gaines, etc. pour qu'elles puissent assurer leur production d'une façon tout à fait autonome et indépendante. Lorsque nos partenaires de l'Agence de la Grande Muraille Verte nous ont proposé de nous associer à cette importante initiative, c'est sans la moindre hésitation que nous avons accepté, tout simplement parce qu'au-delà des liens d'amitié qui nous unissent, bien la mise en place de ces jardins est en phase et en parfaite adéquation avec les valeurs portées par la coopération entre le Sénégal et Israël depuis plus de 60 ans. En effet, cette collaboration entre notre ambassade et l'agence est un exemple concret de notre engagement commun dans la lutte contre la désertification, pour la sécurité alimentaire et la restauration des écosystèmes au Sénégal. Dans ces 10 écoles choisies pour abriter ces micro-jardins sont cultivés sur des tables, dans des bouteilles en plastique et autres récipients recyclés, des choux, de la salade, du concombre, des aubergines, de la tomate, du piment, et c'est grâce à une technologie améliorée par des experts agricoles. Des productions bio qui vont beaucoup contribuer au développement nutritionnel des populations. La pratique a été assimilée. Je crois que la formation a été déjà bien faite pendant le processus parce que c'est un processus de co-construction. Nous n'installons pas pour donner la clé aux écoles, mais dès l'aménagement, c'est une intelligence collective entre le directeur de l'école, les parents d'élèves, le village, le chef de village, la commune. Donc ça a été co-construit pour que les gens puissent copier le même système ailleurs. Dans les années à venir, toute personne qui n'a pas une certaine technicité sur le micro-jardin ne pourra pas manger des légumes. Ça règle beaucoup de problèmes, surtout la culture, les légumes qui sont sains. Ouais. Pas de pesticides,
Ce projet a un double objectif, à la fois pédagogique et socio-économique. En plus d'initier les élèves à l'entrepreneuriat agricole, à l'éducation environnementale, ces jardins permettent de concrétiser les enseignements dispensés dans les classes. Et dans la logique de l'école pour la communauté, les parents, notamment les femmes qui exploitent ces jardins, auront une raison supplémentaire de fréquenter l'établissement scolaire. Le nom de cet instrument traditionnel africain et le son qu'il produit ont dépassé les frontières de l'Afrique subsaharienne. Nous nous intéressons à la fabrication du djembé à Dakar, un instrument de percussion polyvalent qui peut être utilisé dans différents styles de musique. Sa fabrication fait l'objet d'un processus complexe qui nécessite beaucoup de temps et de compétences. À Bop, l'activité est très développée et des artistes étrangers viennent se procurer ces instruments. Reportage de Djambo Ngom et d'Abdoulaziz Ban. De la concentration, de l'adresse, beaucoup de tact dans la fabrication de djembé, de tam-tam entre autres. Nous sommes à Bop, à côté du centre, où ces artisans, à travers un travail manuel, fabriquent ces instruments emblématiques. C'est un métier assez difficile. Tout est fait à la main, avec tous les risques que cela comporte. Pour le djembé, les autres instruments, nous n'utilisons que le bois. La fabrication de ces instruments, c'est notre travail de tous les jours. Tout ce que vous voyez ici est fait par nous, ici à Bop. Ici, chaque artisan joue son rôle dans la fabrication de ces instruments, un travail collectif pour avoir de bons produits à mettre sur le marché. Plusieurs métiers se retrouvent dans la fabrication de ces instruments. Certains se chargent de tendre le cuir et d'autres font de la sculpture. Il y a même des artisans qui sont carrément dans la fabrication. Décoration et sculpture, nous gérons l'aspect décoration quand tout est fini. Le style, le logo, c'est nous. Certains viennent avec leur propre logo et nous l'imposent. Nous faisons tout pour les satisfaire. Chez ces artisans, la qualité prime surtout. Un choix est fait dans l'utilisation des produits. Il s'agit d'un travail bien fait avant de les proposer aux clients à des prix jugés abordables. Quand on a le bois, il nous faut aussi du fer, une corde, mais également une peau de chèvre, de bœuf, etc. Nous travaillons avec des produits qui nous permettent de donner de la valeur ajoutée. Les prix sont bons, mais il faut toujours comprendre qu'il s'agit de produits artisanaux. Donc c'est un travail dur. Et il part du bois. Il doit vider les bois. C'est difficile. Et donc ils font un produit qui est artisanal et il doit sortir un bon son. Le travail de ces artisans a poussé cet artiste italien à venir acheter ces instruments de musique. Ce dernier, enfin connaisseur, loue la qualité du travail. Je joue la basse-guitare. Je ne suis pas un percussionniste, mais je viens de l'Italie parce qu'en Italie, j'ai une bande avec des musiciens. Il y a beaucoup d'Africains, mais aussi des Italiens qui jouent les percussions. Et ils m'ont demandé d'y venir ici, au centre Bop chez Fallou, parce qu'il a de l'expérience pour la vente des instruments à percussion, surtout des djembé, des tchoun, des tama. Et je suis venu ici pour essayer, pour voir et pour choisir. Mais j'entends les conseils de lui parce que je suis compétent, mais il est plus compétent. Le djembé et le tam-tam, des instruments emblématiques de la musique africaine. Leur fabrication demande de la patience et beaucoup d'exigences. Pour ces artisans, leur souhait est d'être accompagnés davantage pour que ce métier puisse trouver son lustre d'antan. La vie en rose sur le lac Red Bar, l'endroit a ses petites merveilles et retrouve de plus en plus de couleurs. Certains touristes sénégalais ou étrangers vont jusqu'à le considérer comme un petit Dubaï, avec son sable fin, les balades en chameau, les mini-rallyes, toute une palette de loisirs est proposée aux visiteurs pour un séjour inoubliable. Évasion dans ce reportage de Mariam Biramba. Une partie de foot pour ces jeunes.
Baignade en piscine pour les plus petits. Dehors, l'ambiance est plus chaleureuse avec des balades en quad, en chameau ou des courses mini-rallye sur les dunes. Ainsi va le lac Rose en ces temps de vacances. Le site est l'une des attractions touristiques les plus populaires du Sénégal. L'endroit, il est idéal. L'endroit, je le dis toujours, c'est un petit paradis ici. Cet endroit paradisiaque attire de plus en plus de Sénégalais, mais aussi de visiteurs de la sous-région, comme la Guinée-Bissau et le Ghana. Je suis content d'être là. C'était de ouf. Hein? Ça, c'est Dubaï au Sénégal. Hein? Voilà, je dis à tous les Africains, au lieu d'aller en Dubaï, viens au Sénégal. Oui, j'ai adoré. C'était vraiment très cool comme expérience. Je suis résident à Dakar depuis une dizaine d'années et c'est ma première fois de venir à Lac Rose. Et là, j'ai fait une découverte très intéressante. C'est la première fois au Lac Rose. Honnêtement, c'est chouette. Je crois qu'on n'a pas besoin de dépenser autant d'argent à aller à Dubaï ou dans d'autres pays. Nous pouvons le faire ici. Il y a tout, l'environnement, tout est là pour que ça soit fait ici, quoi. Au Lac Rose, le tourisme local prend son envol avec une clientèle conquise, une attractivité qui a poussé Alassane Ouad, étudiant, à se reconvertir en guide. Les gens commencent à venir, donc on commence à avoir du monde au niveau du lac. Donc il y a aussi le tourisme local qui commence à se développer au Lac Rose. Côté hôtel, on se frotte les mains. Même si on est en basse saison, le business se porte plutôt mieux. Pourtant, c'était juste la haute saison où vraiment on recevait des touristes venant de l'étranger. Et pendant la basse saison, tout le monde galérait parce qu'il n'y avait pas une bonne fréquentation. Heureusement que depuis quelques années, voilà, la saison basse coïncide avec les vacances au Sénégal et ces derniers commencent à fréquenter les établissements hôteliers. Du coup, ça nous fait vraiment un ouf de soulagement. Beaucoup d'activités sont mises en branle pour permettre aux visiteurs de découvrir les merveilles du lac. Il y a les tours en quad, voilà, il y a les tours en dromadaire, il y a les tours en 4x4. C'est pour imiter un peu le Paris-Dakar, parce que c'est ça qui nous a vraiment inspiré, donc de faire des mini Paris-Dakar, des rallyes qui sont vraiment agréables. Les gens aiment bien, ça rigole, ça joue, et voilà. Ce qui fait que des fois, des clients viennent, bon, ils ne cherchent même pas à voir de la grosse, ça ne les intéresse même pas. Ce qui les intéresse, c'est de venir loger à l'hôtel, donc voilà, aller à la piscine, faire des activités et rentrer. Donc du coup, vraiment, ça, c'est des activités qui nous ont permis vraiment de souffler, quoi. Le Lac Rose, c'est également des petits déjeuners sous ces tentes appelées Khaïma et des safaris. La ruée des Sénégalais vers le lac redonne des couleurs à ce lieu touristique qui a connu une période de vache maigre suite à l'interruption du rallye Paris-Dakar. Un regain d'attractivité qui fait le bonheur de tout un secteur. Et durant cette période de vacances, plusieurs établissements scolaires ont décidé d'amener leurs élèves à l'intérieur du pays, à la découverte de certaines localités. Une manière de renforcer leurs connaissances à travers le tourisme pédagogique. À Lompoul, par exemple, des élèves de Dakar ont séjourné durant un week-end dans un écolodge avec leurs enseignants afin de s'imprégner des réalités du terroir. C'est Ina Lunfal. Ils n'ont, à vrai dire, pas le temps de s'ennuyer. Dans ce désert de Lompoul, ces enfants s'amusent, découvrent et apprennent. Le tourisme pédagogique est en mode actuellement. Cette période est propice parce que pendant la fermeture des classes, on organise aussi des camps d'été, donc des séjours d'une semaine dans une région où les élèves vont organiser des journées d'immersion en famille, participer aux tâches quotidiennes de certains peuples reculés du Sénégal. Donc là, on est dans la région de Lompoul qui est essentiellement habitée par des Peuls. Donc aujourd'hui, on essaie de faire intégrer les gens, les élèves dans la culture Peul et de comprendre aussi l'environnement de Lompoul. Cette classe découverte, organisée le temps d'un week-end, brise la routine pour ces élèves en vacances. C'était bien. On a fait des activités. On a visité la pépinière. J'ai trouvé ça bien parce qu'on a fait plein de trucs. Comme on a visité la plage, on est parti faire des chameaux, la pépinière de Lompoul et tout là. Et on a fait des dromadaires
une balade en dromadaire, on a fait des feux de camp, une soirée djembé, une balade, une sortie en mer, et puis voilà, on a fait, c'est ça, hein, pépinière. On a été voir la pépinière aussi, les enfants ont planté des arbres, et puis on a découvert quelques arbres. Une aventure qui semble renforcer les liens du groupe. Au pied des dunes, leur logement, ces tentes aménagées, des images de cartes postales, des activités ludiques. Ces enseignants ont eu l'inspiration d'amener ici leurs élèves. Ah ça, oui, c'est un dépaysement complet. Et vraiment, ils sont vraiment contents de découvrir autre chose que Dakar. Parce que pour eux, Dakar, Saly, là, c'est la première fois qu'ils sortent pour venir voir un désert qui n'est pas très loin de Dakar. Et même moi, je découvre. Je connais beaucoup de déserts, mais c'est la première fois que je me retrouve ici à Lompoul pour découvrir le désert sénégalais. Les enfants, ils sont étonnés parce qu'ils ne savaient pas que ça existait au Sénégal. C'est quelque chose qu'ils voyaient à la télé, alors qu'ici, ils voient la vraie vie en fait, à la réalité. Au lieu d'aller en Europe ou de rester à Dakar dans des hôtels, ici, ils ont un contact direct avec la nature, les animaux et tout. Ils voient la vie en vrai, en fait. Donc, ils sont très satisfaits de cette visite. Fatigués, le soleil qui les a accompagnés toute la journée part se coucher, laissant ces aventuriers intrépides poursuivre leur belle échappée, gambadant allègrement au sommet de ces dunes de Lompoul. Lieu de promenade par excellence, depuis que l'État y a réalisé de nouvelles installations, la Corniche Ouest de Dakar fait foule en cette période de chaleur et de vacances. L'endroit est l'un des lieux les plus courus de la capitale sénégalaise. Plusieurs kilomètres sont aménagés pour une balade à l'air libre. Neikoumadiaï. Il est presque 18 heures. La plage de la Corniche Ouest est prise d'assaut par les vacanciers. Le cadre est enchanteur. La vague d'arrivants ne faiblit pas. Entre sport, baignade et autres activités, on ne s'ennuie pas. Je suis venu ici avec mes amis. C'est vraiment le lieu idéal pour se détendre. Il y a une belle ambiance. À chaque fois que je viens, il y a du monde. C'est une plage qui est vraiment propre, quoi. Vu qu'il y a tant de gens qui viennent faire du sport ici, tu vois. Vraiment, c'est formidable, quoi. Avec la chaleur de ces temps-ci, je viens ici fréquemment. Beaucoup de familles ne ratent jamais l'occasion de venir ici. Partager des moments est très important, surtout en cette période. C'est un très bel endroit. Je viens à Dakar tous les 3 mois, mais à chaque fois, je viens ici. J'aime beaucoup l'atmosphère. J'ai l'habitude de venir ici pendant l'après-midi. L'air est très pur et on s'y sent bien. La mairie de Dakar a déployé un important dispositif pour surveiller et veiller à la bonne application du règlement. On voit que certains passent là où ils veulent, aussi surtout les allées, et sont interdits vraiment de passer, de rouler à moto ici dans cet espace-là. Donc notre travail consiste à protéger ce site-là pour empêcher les motos de rouler sur ce site-là. Et aussi les vendeurs, parfois il y a des gens qui viennent ici s'installer leurs marchandises et on les interdit de vendre ici. Parce que ici, ce lieu n'est pas destiné pour ça. Aussi, nous devons les protéger. Toutefois, à quelques mètres de là, quelques vendeurs font de bonnes affaires. Pendant les vacances, j'écoule très facilement ma marchandise, surtout pendant les week-ends. Pour cette raison que je préfère vraiment cette période. La plage de la Corniche Ouest offre une très belle vue. Très bien aménagée, c'est le cadre idéal pour les vacanciers. Ambiance assez similaire à la pointe des Almadies. Les cabanes ne désemplissent pas les fameuses grillades de poissons qui sont proposées dans les restaurants établis sur cette place très connue de Dakar. Reste l'une des principales attractions. En face de l'océan Atlantique, ça respire et très bien sur les roches. Amadou Diallo.
Pointe des Almadies, la plage aux pierres noires. L'air des vacances s'y respire à grands poumons. Ils sont de tous âges à venir profiter du grand bleu. Sur le sable doré, ils sont assis sur des nattes à l'ombre des parasols. L'ambiance est pittoresque et invite à la détente. Tout se passe très bien ici à la Pointe. Les gens viennent et nous les accueillons bien. Nous leur donnons des places. Après leur départ, nous nettoyons toute la plage. Nous mettons les déchets dans le camion de ramassage des ordures. C'est après cela que nous rentrons. Pour pouvoir s'installer sur la plage de manière confortable, il faudra débourser entre 1500 et 3000 francs CFA. Nous louons les parasols à 1500 francs CFA, les cases à 2500 et les cabanes à 3000. Si vous voulez une table au bord de la mer, c'est aussi disponible. On s'attache à satisfaire toutes les commandes des clients. Les menus à la Pointe des Almadies sont alléchants, mais les grillades de poissons remportent de loin la palme. Les clients viennent 5 sur 5. Les affaires marchent bien. La dorade grillée se vend entre 5 000 et 10 000 francs CFA. Le tchof coûte entre 5 000 et 15 000 francs CFA. Nous avons aussi des brochettes de gambas à 3 000, ainsi que des brochettes de calamar, de lotte ou de cœur à 1 500 francs. Il y a des accompagnements comme la loco, attiéké, frites. Les clients sont satisfaits du service proposé. Je suis vraiment contente du service proposé. Nous prenons du plaisir en compagnie de la famille. Nous nous préparons à savourer nos commandes de poissons grillés. La Pointe des Almadies, endroit unique et enchanteur à Dakar. L'été s'y vit bien pour petits et grands. Sport basket, l'équipe nationale masculine prend part au tournoi pré-olympique de Lagos qui démarre ce lundi 14 août. 8 pays d'Afrique vont se disputer une place qualificative au JO Paris 2024. Les explications de Fatoumata Savané. Logés dans le groupe A, les Lions du basket vont faire face au Mali, à l'Ouganda et au Nigeria, pays hôtes de ce tournoi pré-olympique. Après une préparation en Chine et 3 matchs disputés, dont 2 victoires face aux Philippines et à l'Iran, les Lions ont à cœur de se qualifier aux Jeux olympiques après avoir manqué leur participation au Mondial 2023. Les coéquipiers de Brankou Badio, amenés par le coach Mamadou Pabigay, vont devoir affronter le Nigeria pour la première journée, avant d'en découdre avec l'Ouganda le 15 août et le Mali le jeudi 17 août à Lagos. Pour rappel, 40 pays vont disputer ce tournoi pour une participation aux Jeux olympiques 2024. 8 pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique et 16 nations européennes pour seulement 5 places à la plus grande compétition sportive mondiale. Sadio Mané a remporté hier son premier trophée avec Al Nassr. Le club de l'attaquant sénégalais a battu celui de son compatriote Kalidou Koulibaly Al Hilal en finale de la Coupe arabe des clubs champions score 2-1. Cristiano Ronaldo a été élu homme du match. Tout comme Sadio Mané, le Portugais gagne un premier titre en Arabie Saoudite. Ibrahim Abou. À peine est-il arrivé en Arabie Saoudite, Sadio Mané gagne déjà un premier trophée en faisant tomber Al Hilal de Kalidou Koulibaly. Pour la première fois de son histoire, Al Nassr, le club de l'enfant de Bambali, remporte la Coupe arabe des clubs champions, communément appelée King Salman Club Cup. Une finale populaire dans un contexte marqué par l'arrivée de plusieurs stars dans la Saudi Pro League, un championnat suivi de plus en plus à travers le monde. Al Nassr encaisse un but à la 51e minute.
Une belle tête plongeante de Michael Delgado, bien servi par le Brésilien Malcolm. Al-Hilal n'a pas pu préserver cette avance pendant longtemps. L'insubmersible Cristiano Ronaldo égalise à la 74e minute. L'attaquant portugais maintient son équipe à flot malgré l'infériorité numérique d'Al-Nasser avec l'exclusion de Nawaf Bouchal. Le sort du match a été scellé pendant la prolongation. 98e minute, Sadio Mané est lancé dans la profondeur, mais le Sénégalais ne marque pas. Seko Fofana trouve la barre. À la retombée du ballon, Cristiano Ronaldo fait la différence. Sadio Mané aurait pu bénéficier d'un penalty. L'avantage a été laissé à ses coéquipiers. Un bon renard de surface, Ronaldo a fait le job. Il ne termine pas la partie à cause d'une blessure au genou, mais l'essentiel a été fait. Le quintuple Ballon d'Or remporte son tout premier trophée avec Al Nassr. Jour de victoire avec Sadio Mané et son club Al Nassr. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. C'est la fin de cette édition. Je vous retrouve à 23h pour un autre journal. « 25 années d'expérience,